Bonjour. Dans le cadre des matinales de coopération santé, nous avons proposé à Alain Coulon, président, et Anne de Boismenu, directrice de cette belle institution, belle association, de faire un point sur l'Europe de la santé, qui est un sujet qui a défrayé la chronique ces derniers mois. Je pense que chacun est très conscient de cela. Et j'ai proposé donc aux responsables de coopération santé d'inviter Henri Lowal, que je présente ici. Henri Lowal a été directeur général adjoint de la Mutualité chrétienne en Belgique, qui gère l'assurance maladie de la moitié des Belges, Henri, c'est ça. Et c'est un spécialiste des institutions européennes, de la coopération internationale, des soins transfrontaliers, sur lesquels il a été reconnu à l'échelle nationale. Et c'est aujourd'hui notre correspondant permanent à Bruxelles auprès des institutions. Alors Henri, on va commencer par une première question qui est toute simple. Quelles sont les compétences, on va dire, de Bruxelles, des institutions européennes, en matière de santé et de protection sociale? Merci Pascal de m'avoir invité à participer à cet échange intéressant sur les institutions européennes, la fonction de l'Europe dans la protection sociale et la santé. Si on prend la protection sociale dans un premier temps, on peut constater en fait que les institutions européennes n'ont guère de compétences. Pour la bonne et simple raison qu'il faut rappeler que l'Union européenne est une union qui a été construite sur le champ économique. Et les compétences principales au niveau européen des institutions européennes portent bien entendu sur l'équilibre entre les différents pays, la solidarité au niveau économique, mais peu sur le social. D'ailleurs, on sait que le président François Mitterrand avait essayé de faire passer l'Europe sociale comme une matière importante à partir du traité de Maastricht en 1992, et il ne s'est pas produit grand-chose puisque le principe de responsabilité des États membres reste intégral et il faut l'unanimité pour adopter des dispositions en matière de protection sociale au sens large du terme. Aujourd'hui, lors de la dernière commission, on peut noter une certaine avancée sur la constitution d'un socle minimum au niveau européen. Voilà, c'est un socle minimum. Voilà. Et la France a atteint et même dépassé le socle, pour être extrêmement précis, je crois qu'il faut le rappeler à nos amis. Absolument. Et donc, il est clair que ça va concerner seulement les pays où le PIB moyen par habitant est le plus faible. Oui. Et donc, la Roumanie, peut-être la Bulgarie, mais aujourd'hui, on est toujours en train de négocier au niveau européen un salaire minimum, notamment en Allemagne. Et tant qu'on n'a pas adopté cela, on n'avancera pas, bien entendu, sur le socle minimum au niveau européen. Sur la santé précisément, est-ce que Bruxelles, encore une fois, avait des compétences précises en matière de soins, d'organisation de soins, du système de santé? Et on y viendra sur, par exemple, la politique de vaccination de la population européenne. Très intéressante question, mais je voudrais préalablement dire que ce qui est intéressant à constater en termes de protection sociale au niveau européen, c'est qu'il existe un règlement européen de coordination des systèmes de sécurité sociaux qui a été adopté dans la foulée des accords de la CECA dès 1959. C'est l'article 3 et 4 du règlement 1959. On ne va pas rentrer dans tous les articles, mais parce que sinon il permet aux travailleurs frontaliers de se faire soigner dans un pays et d'être aussi soigné dans le pays où il travaille et dans le pays où il réside. L'esprit, c'est si on va bosser, par exemple en Allemagne, on est soigné en Allemagne, il n'y a pas de problème. Si on va bosser plus en Angleterre parce qu'elle a quitté l'Union européenne, c'est leur problème, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est la coordination. Voilà. Mais chaque système de santé reste de la compétence de chaque État membre, comme chaque système de sécurité sociale. Ça, c'est fondamental. Et donc, le pouvoir des institutions européennes est un pouvoir de subsidiarité. Ils peuvent intervenir s'il y a défaillance des États membres. Mais il n'y a jamais aucun État membre qui a dit qu'il était défaillant en matière de protection sociale, ni en matière de santé. Ok, alors Henri, on va donner un chiffre très précis. Parce que la santé, c'est une question d'argent. Donc, à combien s'élevait, avant la crise sanitaire, le budget européen pour les 6 prochaines années, entre 2020 et 2027, ou 2021 et 2027, à combien s'élevait le budget européen de la santé? Donc il y a eu, la santé se décline en programme d'action. Oui. Et le programme d'action, le premier qui a été adopté, est en 2003. Et à ce moment-là, de 2003 jusqu'à 2020, il y a eu 3 programmes d'action et ils sont dotés d'une enveloppe financière d'un peu plus de 400 millions d'euros. Sur 6 ans. Sur 6 ans. Donc ça veut dire que Bruxelles,
tout le fratras qu'on a eu sur l'Europe est en retard, etc., elle ne fait pas le boulot, c'est 60 millions d'euros sur toute l'Europe pour les 27 pays membres, des compétences bruxelloises. Rappelez-nous les dépenses de santé en Europe, je vous ai donné le chiffre. 1500 milliards d'euros par an. Voilà, alors, on se calme, hein, on va dire, on se calme. Bruxelles n'a jamais eu de compétences sur la santé. Mais la santé est en fait la dernière matière qui entre dans les traités. C'est seulement en 1992, au traité de Maastricht, qu'on adopte un article sur la santé où on dit quoi? On dit que les États membres sont responsables de l'organisation et de la gestion de leur système de santé et du financement par la protection sociale. Donc, retour à la case départ, les institutions européennes n'ont quasiment aucune compétence en matière de santé. Alors maintenant, venons-en, c'est pourquoi d'ailleurs on a proposé cette matinale sur l'Europe, la vaccination. Alors, moi, j'ai repéré les choses, mais je vais vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au moment où la Covid est arrivée en pleine figure de tout le monde, et notamment d'Europe? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Bruxelles? Mais Bruxelles s'est retrouvée confrontée au fait que les États membres ont géré leur situation de crise sanitaire, chacun individuellement dans leur coin, au point de rétablir les frontières. Donc de violer le traité de Schengen. Oui, mais de violer l'ensemble du traité, la libre circulation des personnes, la libre circulation des travailleurs. Monsieur Bettel a téléphoné à Monsieur Macron pour lui dire si on fermait les frontières. Qui est Monsieur Bettel? C'est le Premier ministre luxembourgeois. Bon, le chef d'État du Luxembourg a dit à M. Macron, oui, si vous fermez, tu fermes ta frontière, c'est pas possible ça. Il n'y aura plus de système de santé au Luxembourg demain puisque deux tiers des professionnels de santé luxembourgeois sont des travailleurs frontaliers français, allemands ou belges. Voilà, évidemment. Donc, effectivement, à ce moment-là, la Commission s'est saisie. Je crois qu'il faut respecter le calendrier. Moi, j'ai noté quand même que le 14 juin, il y a eu un Conseil européen qui a mandaté la Commission pour établir un plan. Et au mois de juin, nous étions à quel niveau? Au niveau international, il n'y avait pas les vaccins. Aucun vaccin n'était validé. Donald Trump voulait acheter la société allemande CureVac 1 milliard. La chancelière Merkel a dit 9. Et à ce moment-là, on a fait quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand les chefs d'État ont refermé les frontières, ce qui était vraiment patent entre la France et l'Allemagne, la Commission européenne s'est dit nous devons réagir pour signaler aux chefs d'État qu'ils doivent respecter le traité. Et ils ont sorti une communication le 3 avril où ils ont rappelé les principes d'interdiction de fermer les frontières. Et ensuite, la Commission a repris la main et elle a déposé un projet qui s'appelle le plan santé pour lutter contre la Covid, excusez-moi, à partir du 28 mai. Et pour un budget de 9 milliards 100 millions. Ce qui est unique dans les histoires. Absolument. Hein? On passait de 400 millions à 9 milliards sur l'année 2000. Voilà, d'accord, tout à fait. Donc, la chose part, on achète, on prévoit d'acheter. Je rappelle qu'à cette époque-là, aucun vaccin n'est validé à l'échelle internationale. Absolument. Ni aux États-Unis, ni à l'Agence européenne du médicament. La Chine, c'est une autre histoire, la Russie, c'est une autre histoire. Bref. Et donc, tout ça aboutit au vote par le Parlement européen le 14 juillet 2020 du plan santé global, y compris la validation de l'achat, d'une préemption d'achat des vaccins à l'échelle, c'est-à-dire Pfizer, Moderna, et ainsi de suite. Henri, je crois qu'il faut rappeler à nos amis que la France était en position de force parce que nous avions la certitude que Sanofi serait avec son vaccin. Et Sanofi n'est pas au rendez-vous. Et les autres, quand on fait le bilan aujourd'hui en matière de vaccination, que reste-t-il? Nous n'avons toujours pas Sanofi. CureVac, le fameux vaccin allemand, les résultats ne sont pas très bons. Les vaccins chinois et russes, personne ne s'y intéresse trop. Moderna, ça marche, mais c'est un peu en retard. Et il reste Pfizer, qui est, et de loin, le vaccin le plus prisé et le plus maîtrisé à l'échelle européenne. Voilà la réalité. Alors Henri, avant de conclure, je voudrais, parce que Bruxelles finalement a pris une décision, les chefs d'État, de gouvernement ont pris une décision, il y a maintenant un plan santé. Parlez-nous du nouveau plan santé bruxellois. Mais on est très heureux que ce plan existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a observé pendant toute cette crise sanitaire la limite des compétences des États membres à gérer une crise pandémique. Le virus ne s'arrête pas aux frontières, tout le monde le savait, on n'avait pas besoin d'avoir ce test en plus.
on a constaté des défaillances dans les systèmes de santé, notamment en matière d'approvisionnement d'approvisionnement en matière de matériel médicaux, en matière, je dirais, de protection de matériel. Et on a observé aussi que l'offre de soins hospitalière ne répondait pas nécessairement aux besoins de la population, notamment dans le cadre des services de soins intensifs et de réanimation. Et donc, toutes ces défaillances ont été communiquées au niveau européen et la Commission a déposé le plan qui prend en compte toutes ces défaillances pour construire une responsabilité collective européenne et une solidarité contre les pandémies futures. Et l'objectif de ce plan, finalement, c'est de partir vers la construction de systèmes de santé qui améliorera la situation en cas de pandémie de tous les systèmes de santé. Précisons bien, c'est le principe de subsidiarité qui s'applique, c'est-à-dire lorsqu'un État est défaillant, si malheureusement la pandémie rebondit, à ce moment-là, les fonds européens seront mobilisés pour venir en aide aux États défaillants. Bien. Mais il ne s'agit pas Bruxelles ne se substitue pas aux autorités nationales, à chaque gouvernement, dans la gestion de son système de santé. Voilà. Donc c'est un plan, je crois, de 4 à 5 milliards d'euros. Mais c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que la Commission avait proposé un budget de 9 milliards. Oui. Les chefs d'État, le 21 juillet, ont proposé 1,7 milliard. Ils ont donc fortement, je dirais, énervé les parlementaires européens et qui se sont manifestés pour réviser le budget et le faire passer au montant qu'on connaît aujourd'hui de 5 milliards 100. 5 milliards d'euros, voilà. Absolument. Et dans ce plan, il y a effectivement toutes les luttes qui sont nécessaires à faire en Europe pour améliorer l'accessibilité aux médicaments, lutter contre le cancer, améliorer l'accessibilité aux soins de manière générale et notamment en faveur des plus vulnérables. Ce sont les très grands axes, plus des aspects sur la santé numérique qui sont visés dans le cadre de ce plan, qui, pour rappel, antérieurement, ne correspondait qu'à 400 millions sur 6 ans. On aura 5 milliards 100 sur 6 années, les 6 années à venir, mais les États... Donc on a multiplié par 10 absolument l'enveloppe budgétaire avant celle qui était là avant la crise et celle durant ou au-delà de la crise pour aider les États. Voilà. Alors, on va faire une conclusion, Henri. Est-ce que, parce que vous savez que moi je fais partie de ceux qui ont été stupéfaits de la violence du débat français contre les institutions européennes, Bruxelles est en retard, les vaccins n'arrivent pas, on a entendu ça du matin au soir, de la gauche, de la droite, etc. Au passage d'ailleurs, je dois indiquer, j'ai vérifié, le Rassemblement national a voté contre le plan santé tout en dénonçant le retard de Bruxelles. Enfin, on n'est pas une contradiction près. Mais bon, est-ce que, grosso modo, honnêtement, avec un peu de recul, on peut dire que Bruxelles a plutôt pas trop mal joué le coup? Je pense objectivement que, heureusement que la Commission est intervenue dès le 3 avril avec sa communication. Elle a remis, si je puis m'exprimer ainsi, l'église au milieu du village, dans la mesure où elle a repositionné chaque État membre en face de ses responsabilités, mais en face de ses carences et en face de surtout l'incapacité de gérer une pandémie. Et heureusement qu'on a les institutions européennes. Imaginons que chaque État soit livré à lui-même. Ceux qui pouvaient avoir un vaccin pouvaient dire ah, moi j'ai mon vaccin, voilà. Et ceux qui n'en avaient pas, eh ben, tant pis pour eux. On aurait reproduit l'histoire du Tamiflu où les gros pays les plus riches de l'Union européenne avaient acheté les médicaments et les autres ne les avaient pas. Ce qui n'empêche pas la nécessaire solidarité internationale vis-à-vis du continent entier. Sinon, on ne maîtrisera jamais la pandémie. Tout à fait. Voilà. Donc, le résultat final, c'est plutôt un bon point pour l'Union européenne. Ça, nous sommes des militants européens, donc on ne va pas dire le contraire. On peut toujours faire mieux, hein, ça c'est clair, voilà. Mais dans le contexte, avec le recul que nous devons prendre aujourd'hui, parce que souvent on juge les choses sur l'instant, avec le recul, on s'aperçoit quand même que l'Europe s'en est plutôt pas mal sortie. Bon, tout n'est pas réglé, évidemment. Hein, mais c'est l'occasion de faire passer un message. Il faudrait aujourd'hui une avancée significative pour une Europe de la santé en transférant des compétences, au moins dans les soins transfrontaliers, pour que les patients des régions frontalières puissent avoir un meilleur accès aux soins. Quand il y a une pandémie, c'est eux qui sont les plus exposés. Donc j'espère qu'on ira vers une réforme des traités qui donnera davantage de compétences aux institutions européennes en matière de santé. On verra bien, ça sera oui, pour une autre fois. Peut-être une fois.
secondaire. Merci Henri, dans l'occasion merci de parler Henri, de ça. merci à nos amis de Coopération Santé, merci Alain Colomb, merci Anne de Boismenu de nous avoir permis de nous exprimer quelques instants et mettre un peu les pendules à l'heure sur le dossier de l'Europe de la santé. Merci Pascal. Au revoir.